Imaginez ceci. 540 marines encerclés en terrain hostile, à court de munitions. Les armes ennemies illuminant chaque crête. Et le commandement préparant déjà la liste des victimes. Les procédures disaient de tenir bon. La doctrine disait de reculer. Mais à cet instant, où attendre était une condamnation, un pilote négligé a refusé le script. C'est l'histoire du capitaine Anna Cruz, l'aviatrice qu'ils avaient écartée comme étant sacrifiable, qui a agrippé le manche et ramené un bataillon chez lui vivant. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? J'adore voir notre famille militaire se répandre sur la carte, le soleil brûlant la canopée et la poussière s'infiltrant dans chaque couture de l'équipement. Dans le réfectoire, le rire résonnait sur le béton. Des marines remplissant leurs assiettes et leurs poumons avant une autre patrouille. Mais à part les plateaux et les plaisanteries, une silhouette était assise seule, les jambes croisées sur une bâche, un casque de vol à côté d'elle et une planchette de vol sur ses genoux. Le capitaine Anna Cruz, 27 ans, pilote d'un AED Thunderbolt 2, bougeait avec une précision d'horlogerie, chaque mouvement délibéré, stable, sans hâte. Plus petite que beaucoup, à peine plus d'1,50 m, elle s'intégrait dans le cockpit comme si elle y appartenait. Là où d'autres affichaient de la fanfaronnade, elle rayonnait de contrôle, vérifiant les listes de contrôle, parcourant les affichages du système d'armes, gribouillant des notes de compensation sur sa planchette de vol. Son Thunderbolt 2 n'était pas juste un avion. C'était une extension de sa concentration. Elle enregistrait chaque ajustement comme une écriture sainte. Harmonique du canon à différentes vitesses. Configuration de pylône et schéma de recul. Comment le GAU-8 respirait par une chaude journée. Deux caporaux ont déambulé vers les baraquements, souriant comme s'ils possédaient la route. Voilà la pilote de quota, murmura l'un assez fort pour percer le bourdonnement. Pilote en carton. L'autre renifla, riant. Heureusement que le carton ne tire pas sur la gâchette. Ils n'ont pas ralenti. Ils ne s'attendaient pas à une réponse. Anna ne leva pas les yeux. Elle parcourut une liste de contrôles et griffonna une autre ligne, ayant déjà tout entendu, poids mort, mascotte. Cocher la case, pilote. Trop petite, trop silencieuse, trop différente. Même les sergents endurcis avec 3 déploiements l'écartaient comme un atout administratif. Cruz est bien pour le travail de simulateur, dit l'un à l'officier des opérations. Gardez-la en soutien, laissez-la gérer les communications. Et ils l'ont donc fait, logistique, course d'équipement, contrôle de communication. Personne ne l'envoyait en haut des crêtes. Personne ne lui demandait d'amener le Thunderbolt 2 à de vrais combats. On lui a poliment dit de rester dans son couloir. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de regarder, c'est qu'Anna Cruz a construit son propre programme de vol dans le calme des longues nuits. Pendant que d'autres échangeaient des blagues dans le coin fumeur, elle étalait des cartes sectionnelles sous une lampe de poche à lentilles rouges, mémorisant le terrain et les coupures de canyon jusqu'à ce que la carte vive dans sa tête. Elle suivait les changements de vent et les courants de rotor, notant comment les rafales changeaient à différents moments de la journée et à travers les vallées. Elle a effectué des tirs simulés et des exercices de tir à sec dans le simulateur jusqu'à ce que ses entrées soient aussi stables qu'un métronome. Et dans sa petite planchette de vol verte, celle qui ressemblait à une liste de courses, elle a tout écrit. Tableau d'emploi des armes, harmonique du canon, configuration de pylône, calcul de consommation de carburant effectué à la main au cas où l'avionique tomberait en panne. Chaque page remplie d'une écriture soignée, de rangées de chiffres, de flèches à travers des grilles, sa doctrine privée, invisible pour ceux qui étaient convaincus qu'elle n'en avait pas. Caché sous sa manche de vol se trouvait un petit tatouage, des ailes de pilote avec une minuscule silhouette de Thunderbolt 2, gagnée à la sueur et à la précision dans une école qui punissait l'hésitation et exigeait la perfection. Mais ici, au-dessus de Blackthorn Valley, elle gardait cette manche basse. Pas besoin de rappeler aux hommes déjà certains qu'elle n'avait pas sa place. C'était le paradoxe d'Anna Cruz. Elle ne s'énervait jamais lorsqu'on se moquait d'elle, ne discutait jamais lorsqu'on la rejetait, ne renvoyait jamais de mots pour faire ses preuves. Elle portait les insultes comme elle portait les listes de contrôle de l'appareil, silencieusement, prudemment avec patience. Elle attendait, non pas une permission, mais l'inévitable moment où tous ses tableaux, ses chiffres et sa discipline cesseraient d'être invisibles. Son histoire n'a pas commencé au-dessus de Blackthorn Valley. Elle a commencé à Redcliffe, en Arizona, où les soirées sentaient la poussière et le mesquite, et où l'horizon s'étendait plat au-dessus des terres agricoles. Son père,
un marine qui s'était déployé 2 fois avant que des blessures ne l'empêchent de voler, l'a élevé avec une discipline de base, même lorsqu'il était à des centaines de kilomètres. Les corvées à l'aube, les réparations de clôture avant le petit déjeuner, et au crépuscule, il alignait des canettes de soda sur des poteaux et lui tendait une carabine de chasse délabrée. « Respire profondément, disait-il, soulage la détente. Laisse le coup te surprendre. » À 12 ans, elle pouvait faire tomber toutes les canettes à 50 mètres. À 16 ans, elle tirait mieux que la plupart des hommes qui venaient chasser. Son père parlait rarement beaucoup, mais la fierté silencieuse dans ses yeux disait tout. Quand il est mort lors de sa dernière année de lycée, Anna s'est enrôlée en partie pour l'honorer et en partie pour prouver qu'elle pouvait porter ce qu'il avait gravé dans ses os. Elle a apporté cette discipline à la formation aéronautique et a obtenu un poste de Thunderbolt 2, un accomplissement que peu ont réussi et peu ont été reconnus. Mais sur le terrain, les qualifications sur papier signifiaient peu contre les opinions déjà gravées dans la pierre. Elle a donc apporté sa planchette de vol sur la ligne de vol et ses cahiers à la couchette, endurant des chuchotements pendant que d'autres affichaient de la fanfaronnade. Le complexe lui-même était une bulle de routine. Les patrouilles se déroulaient. Les rapports revenaient au compte-gouttes. Les marines faisaient la queue pour le repas. Les briefings recyclaient les mêmes lignes courtes, et Anna dérivait aux marges de tout cela, remarqué mais jamais valorisé. Puis les ordres sont arrivés. 480 marines, pièces jointes incluses, ont reçu l'ordre de ratisser une vallée que les renseignements affirmaient être légèrement défendue. Sur papier, cela semblait routinier, sécurisé, clair, stabilisé. Les cartes montraient des crêtes et des étendues ouvertes, des approches directes. Le commandement l'a vendu comme simple. Assise à l'arrière du briefing, un cahier en équilibre sur sa cuisse, Anna Cruz lisait le terrain différemment. Les lignes de contour criaient au danger, approche serrée, terrain élevé sur 3 côtés, zone de tir qui attendait de s'illuminer. Elle a levé la main, stable comme toujours. « Monsieur, avons-nous considéré que cette vallée pourrait être un piège délibéré ? Ces plis ici ?» Elle pointa la projection. « Il pourrait cacher une force ennemie importante. Cela semble trop propre. » Le colonel Hay, qui dirigeait la session, leva à peine les yeux. « Capitaine, suivez l'équipement, pas la stratégie. C'est au-dessus de votre grade. » Des rires ont parcouru la pièce. « Le poids mort du pilote parle tactique, » murmura quelqu'un. Anna ferma son cahier et resta silencieuse. Quand cela s'est terminé, les marines ont jeté leurs fusils, ajusté leurs casques et plaisanté sur la rapidité avec laquelle le ratissage se ferait. De l'arrière, elle les a regardés s'équiper, monter à bord des transports et se diriger vers l'embouchure de la vallée, 480 hommes forts, se déplaçant selon la doctrine, débordant de confiance, intouchés par le doute. Elle est restée derrière, une fois de plus, affectée à une tâche de soutien. Sa tâche était simple. Surveiller les communications, suivre les acheminements d'approvisionnement, rester à l'écart des opérations. C'est tout ce qu'on lui avait dit, tout ce qu'on l'avait conditionné à accepter. Mais alors que la poussière des véhicules qui partaient dérivait à travers le complexe et que leur silhouette se réduisait à l'horizon, Anna a ressenti le poids de chaque chiffre qu'elle avait enregistré dans ses notes, chaque ligne qu'elle avait tracée sous la lumière rouge. Elle avait envisagé cette vallée bien avant que les ordres ne tombent, imaginé exactement comment elle pourrait se refermer. Et maintenant, avec 480 marines se dirigeant dans ses mâchoires, elle était mise sur la touche. Le lendemain matin, la salle de briefing bourdonnait de bravade, des hommes convaincus que la carte obéirait. Anna était assise à sa place habituelle près de l'arrière, un cahier stable sur sa cuisse, un crayon coincé derrière son oreille. Le colonel est traîné un point rouge à travers le terrain, des crêtes et des routes propres à l'écran, brutal en réalité. Quand il s'est arrêté pour des questions, Anna a levé la main avec la même régularité qu'elle utilisait aux commandes. « Monsieur, cette vallée est un piège », a-t-elle dit uniformément. Ses plis forment un feu croisé. Des mitrailleuses sur les éperons, des équipes de RPG dans le creux, et nos convois seront épinglés à l'intérieur d'un bol. Il ne suivit pas son pointeur. Il jeta juste un coup d'œil à son nom. Vous êtes ici pour transporter des radios, pas pour distribuer de stratégie. Le rire s'est de nouveau agité. Un simple soldat a mimé l'écriture de notes et a fait un clin d'œil à son copain. Les doigts d'Anna ont appuyé fort sur le dos en carton de sa planchette de vol, puis se sont relâchés. Le colonel a cliqué vers l'avant, la lumière rouge l'effaçant du cadre. Sur la ligne de vol le lendemain, des vents latéraux glissaient de gauche à droite,
juste assez pour rendre honnêtes les armes simples. Anna s'est attachée, a rétréci le monde en réticule et en chaleur, et a réglé sa drogue. Inspirez, expirez. Le GO8 a aboyé, stable et impitoyable. Chance, a murmuré un jeune soldat quand des cibles en acier ont sauté. Un sergent d'artillerie a craché dans la poussière. Les pylônes ne crient pas en retour, a-t-il traîné. Elle a enregistré chaque rafale par habitude, distance, vent, maintien, impact, puis a dépouillé ses données à zéro sans défense. Dans le réfectoire, des plateaux ont crié le long des rails. Anna Cruz s'est assise et 4 marines en face d'elle se sont levées ensemble, raclant des chaises alors qu'ils se déplaçaient vers une autre table. Mascotte avec un cockpit, a murmuré l'un, sans le cacher. Elle a continué à manger, la mâchoire ferme, la cuillère silencieuse contre le bol. Plus tard, le seul son qu'elle s'est donné était le grattement du crayon sur le papier, assombrissant les lignes de contour où la vallée se resserrait comme un poing. Au cours d'une patrouille de base près du parc automobile, 2 Navy SEALS sont passés avec la symétrie lâche d'hommes maîtrisant les signaux de l'autre. Quelques marines de l'unité d'Anna se sont penchés près d'un navet, regardant alors qu'elle réglait une radio. Point mort, a annoncé l'un comme si c'était un fait. Jamais vu un pilote avoir peur de voler au combat. La bouche d'un cil a tiqué au coin. L'autre a expiré un court rire. Anna a terminé le contrôle radio, a enregistré les céréales et a continué. Les insultes étaient passées de chuchotements à des lignes à des étiquettes destinées à l'enfermer dans l'ordre hiérarchique. Pendant ce temps, 540 marines ont poussé dans la vallée. Pendant un certain temps, les radios ont émis des signaux de trafic de routine, contrôle de position, décompte de carburant, mise à jour de l'itinéraire. Les flux de drones montraient des points de convoi rampant sur un doigt de terre, la réfraction thermique déformant la vue. Puis le rythme s'est brisé. Un appel n'est jamais venu. Puis 2 voix se sont superposées, effilochées sur les bords. Quelqu'un a appelé pour des débarquements. Quelqu'un d'autre a juré après un moteur qui ne tombait pas en panne. Puis est venu le son que vous entendez une fois et que vous ne vous méprenez jamais, la rupture dans la voix d'un homme quand le monde devant explose, contact, contact. La statique a avalé le reste. Un autre réseau s'est coupé. Subissons des tirs, crétait. Une 3e voix a essayé de faire un rapport et s'est pliée en souffle. Le flux a fleuri de signatures chaudes, des éclairs d'armes traçant des virgules en colère à travers les crêtes, de la fumée pulsant du creux. Les points de convoi se sont regroupés et se sont figés. Les conversations se sont enfoncées dans des murmures. L'officier de quart a baissé son casque, fixant le vide comme si la vue seule pouvait altérer l'écran. Un lieutenant a saisi une liste de contrôle, l'a parcourue et n'a trouvé aucune ligne pour cela. Les chaises se sont immobilisées. La pièce s'est affinée en un paysage sonore de souffles, de curseurs qui cliquaient et de bourdonnements de générateurs, brisés seulement par une phrase répétée comme un bouclier, maintenir la position. Attendez, suivez le protocole, a dit le major, heureux d'avoir le script. Trop chaud à l'intérieur de 200 mètres, pas de soutien aérien. Un capitaine l'a amplifié comme si des syllabes plus fortes en faisaient une loi. Les règles sont claires. Nous tenons à l'extérieur de la bulle. Sur un moniteur latéral, une caméra de casque rampait de la poussière sur l'herbe, l'horizon se soulevant avec le souffle, des balles mâchant la terre près des bottes et des repères étaient appelés sans conviction. Anna s'est rapprochée du rail arrière, les yeux collés à un angle de drone qui taquinait juste la couronne d'une fosse de canon sur l'éperon-haie. Elle a compté les rafales, cartographié la traverse dans sa tête, lu le vent par la façon dont la fumée se pliait. Le colonel a demandé des options. Le major a cité le manuel. Nous avons besoin qu'ils sortent de l'anneau. Ensuite, nous pouvons apporter de l'acier. Son ton faisait sonner l'attente comme une stratégie. Ils ne peuvent pas bondir, a admis un capitaine à voix basse. Alors ils tiennent, a répondu le major, s'accrochant à la ligne. Les rires antérieurs n'avaient aucune citoyenneté ici. Les hommes qui souriaient maintenant gardaient leurs mains occupées. Les blagues sont mortes en un silence nerveux. Anna a posé sa paume sur le cuir de sa veste de vol. La traînée l'a stabilisée, non pas par défi, mais par clarté. Sur le flux, la fosse de canon a commencé à balayer des rafales le long d'un ravin où les marines se sont accrochés bas pour rester invisibles. Une équipe de RPG dans le creux s'est déplacée pour un tir propre, les genoux s'enfonçant dans le sol. Trop chaud, a répété le major, les doigts serrés sur la phrase. Personne ne demande de munitions, a dit Anna enfin.
Un passage de canon fera l'affaire. Le colonel essaie retourner juste assez pour compter comme de l'attention, pas de l'intérêt. Nous n'autorisons rien qui viole la règle des 200 mètres. Il ne s'agit pas d'autorisation, a-t-elle rétorqué. Il s'agit de géométrie. Donnez-moi une position et une heure et je couperai leurs ancres sans toucher les nôtres. Un capitaine a lancé un rire qui s'est effondré à mi-chemin. Vous allez résoudre un combat de bataillon avec une opinion de cockpit, capitaine? Restez dans votre voie, a crié le caporal Marx depuis la porte, le même simple soldat qui adorait lancer un surnom dans le cœur. Les radios ont fait de nouveaux bruits, des syllabes aplaties d'hommes au bord du gouffre. Un chef d'escouade a essayé de passer de la panique au commandement et a glissé. Commandement, ici bravo. Nous sommes épinglés. Les pertes augmentent. Nous ne pouvons pas pousser. Nous ne pouvons pas reculer. Nous avons besoin d'eux. Le colonel a demandé l'autorisation d'artillerie. La réponse est venue tard et mal pour les angles. De la fumée a été offerte, puis rejetée. Le vent l'armerait contre les leurs. Le drone a pivoté et a attrapé juste assez de la fosse de canon sur l'éperon pour faire démanger les paumes d'Anna Cruz. De la poussière a toussé de la bouche et la traverse a fait tic-tac comme un métronome. Elle connaissait les pauses entre les rafales, la fenêtre dont un passage de canon avait besoin, et elle a décompressé son équipement avec le même calme que celui que vous utilisez pour dégager un cockpit. Le son était petit, un clic radio, une liste de contrôles chuchotés, mais un premier sergent près de la porte a quand même levé les yeux, prêt à l'arrêter. Au toucher, elle a passé sa main sur le cadran des gaz, a fait défiler le contrôle du canon et a enclenché les gants. Je peux mettre fin à cela, a-t-elle murmuré, pas seulement au métal, mais à la mémoire musculaire de l'obéissance qu'il avait maintenue silencieuse pendant des mois. Capitaine, où allez-vous avec cela? Le premier sergent a aboyé, revenant à l'autorité. Dehors, a-t-elle répondu, et avant que la prochaine protestation n'atterrisse, un autre indicatif d'appel s'est rompu à mi-phrase, une voix étouffée par la statique. La règle des 200 mètres tient, a répété le colonel et comme une prière comme si le dire conjurait une couverture. Personne n'a bougé. Les hommes qui avaient ri maintenant fixaient leurs mains. Ceux qui avaient chuchoté n'ont rien trouvé à dire. Les officiers ont réorganisé les procédures tandis que les moniteurs continuaient à peindre une réalité indifférente au confort. Anna a enfilé son casque, a vérifié le HUD une dernière fois, et a regardé de l'écran à la porte et vice-versa. Les angles là-bas étaient brutaux, mais pas insolubles. Les distances étaient méchantes, mais pas au-delà de ce que le GAU-8 d'un A10 et une course basse et précise pourraient réparer, une course pour couper les ancres, une autre pour élargir la voie, un passage de suivi pour la maintenir propre. Personne ne lui a demandé son plan. Personne n'a rien demandé. La pièce avait décidé qu'attendre était plus sûr que choisir. Elle avait été patiente. Elle avait été silencieuse. Elle avait écrit sa doctrine dans des planches de genoux que personne n'avait lues. Maintenant, la vallée posait la plus vieille question, et elle connaissait déjà la réponse. Elle a respiré une fois et a dit plus doucement cette fois. Je peux mettre fin à cela. Ils l'ont ignoré. Anna n'a pas attendu. Elle est sortie du centre de commandement avec un casque sous le bras, une combinaison de vol zippé, la mâchoire serrée comme du fer, et s'est déplacée à travers le complexe comme une ombre devant des invées encroûtées de poussière et des caisses dégageant une odeur de carburant. Ses bottes ont frappé la terre avec un rythme plus stable que son pouls. Dans son gilet, la plaque d'identification que son père avait portée a cliqué contre l'acier à chaque pas. Sur la ligne de vol, elle a vérifié la configuration du Thunderbolt 2 une dernière fois, pylône sécurisé, harmonique de canon verte, et s'est attachée, prête à sculpter un couloir là où la doctrine disait qu'aucun ne devait être fait. Des pylônes de rechange vérifiés, des munitions à bord bien ajustées dans leur soute, un télémètre et une planchette de genoux fixée sous sa cuisse. Elle portait tout ce dont elle avait besoin, pas pour la gloire ou pour les règles, mais pour la géométrie et la survie. La montée à son radar pile d'attaque a été s'est sentie brutale à sa manière. Moteur en spooling, canopée en buant, le Warthog tirant à l'accélérateur alors qu'elle enfilait une montée à basse énergie vers la crête de surveillance. Elle a gardé le jet peu profond, serrant le terrain comme quelqu'un qui avait répété ce profil dans sa tête 1000 fois. De la poussière et des éclaboussures de rotor se sont soulevés des talis alors qu'elle atteignait sa position et s'est lancée dans une orbite peu profonde cachée. De ce point de vue, la vallée se lisait comme une plaie ouverte, transport brûlé, colonne en panne, des éclairs d'armes cousus à travers les crêtes et des équipes de RPG chassant des angles entre les rochers.
Anna a relâché le manche, a installé le HUD sur une fosse de canon à 900 mètres sur un éperon rocheux, et a laissé le monde s'effondrer en capteur et en vue. Les harmoniques du Gao 8 ont chuchoté à travers la cellule alors qu'elle alignait le passage. Une seule rafale de canon a craché dans le ravin, et l'artilleur s'est effondré. L'arme s'est tue, et pendant une respiration, la vallée s'est immobilisée. Les radios ont explosé. Qui tire? Avons-nous une couverture aérienne? Négatif, aucun CAS autorisé, a-t-elle entendu les appels frénétiques? Elle n'a pas répondu sur le réseau. Elle a fendu une fusée, a jeté une solution précise de style Maverick, et s'est lancée vers la cible suivante, une équipe de RPG réglant un tube vert à 1V fumant à peine à 70 mètres d'une escouade épinglée. Elle a mesuré l'arc et la dérive du vent sur le HUD, a frappé une fusée, et le lanceur s'est effondré dans la terre avant que l'équipe ne puisse pédaler. Le réseau hurlant s'est transformé en cri stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui nous couvre? Elle n'a pas offert de réponse. Au lieu de cela, elle s'est repositionnée, une montée peu profonde, une tranche inclinée pour garder sa signature serrée contre la lisière, fusionnant avec l'ombre et la roche. Des optiques ennemies ont clignoté à travers la lèvre opposée. Des reflets de traceurs ont balayé comme des projecteurs. Anna a gardé le jet bas et plat, la respiration régulière, les doigts cartographiant l'assiette et l'accélérateur jusqu'à ce que l'avion se sente comme une extension de ses mains. Centimètre par centimètre, elle a travaillé la géométrie. Chaque passage chirurgical, chaque rafale consistant à créer des corridors et à gagner des secondes, pas à compter les victimes. Il s'agissait de couper les fils, de briser les liens qui maintenaient l'embuscade ensemble. Un nœud de commandement s'est effondré au milieu d'un ordre et une escouade s'est dispersée. Un mitrailleur sur le versant ouest a reculé de son trépied alors que la ligne de tir s'est cassée. Un chef d'escouade essayant de rallier des hommes a disparu dans la poussière, son élan s'est essoufflé. Chaque passage qu'elle a fait n'était pas une soustraction. C'était une addition. Chaque rafale a acheté des respirations. Chaque fusée a ouvert de l'espace. Les lacunes se sont élargies. Les silences se sont allongés. Les déclencheurs et les rafales de canon ont acheté aux marines quelques secondes de plus à la fois. La boîte de tir a commencé à s'effilocher sur le réseau. La confusion s'est transformée en réalisation. Ce n'est pas de l'artillerie. Ce n'est pas une frappe de drone. C'est un canonnière. Qui a une surveillance? Les yeux à gauche. Quelque chose coupe les éperons. La respiration d'Anna Cruz a ralenti. Son monde s'est rétréci à la géométrie, la distance, le vent et le temps. Elle a balancé le HUD, calculé le plomb et les harmoniques en un clin d'œil, et a exécuté sans hésitation. Ses manches se sont accrochées sur du métal dentelé alors qu'elle ajustait l'assiette du cockpit, glissant vers l'arrière pour révéler le petit tatouage des ailes de pilote sur son avant-bras, une minuscule silhouette de Warthog, claire et méritée, pas une décoration. Ses cicatrices ont également capté la lumière, de fines lignes blanches le long de ses articulations et de son avant-bras, des brûlures qui n'avaient jamais complètement guéri, des missions ancrées dans la peau que la politique avait essayé de retirer de son dossier. Maintenant, ces marques criaient plus fort que n'importe quelle insulte. Commandement, voyez-vous cela? Un lieutenant au sol a crié, nous avons un fantôme en surveillance. Puis une voix grisonnante, rauque et indubitable, a coupé le réseau. Le commandant ROR, le commandant du Navy SEALS se déplaçant avec le bataillon, a aboyé un contrôle de l'indicatif d'appel. Qui diable nous couvre? Anna n'a pas répondu sur le réseau, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Un technicien des communications avec accès à la base de données a murmuré, stupéfait. Viper 206. Le réseau s'est figé dans ce silence lourd où tout le monde écoute. Le ton de ROR a changé, la suspicion se fondant en admiration. Attendez, Viper 206? C'est Anna Cruz. Un silence d'incrédulité a suivi. Pas possible. Poids mort et Viper 206, a respiré quelqu'un. Soudain, le champ de bataille a semblé retenir son souffle parce que Viper 206 n'était pas une blague. C'était un indicatif d'appel murmuré dans les salles de formation, lié à des courses impossibles basses et lentes et à une précision étrange, une légende formée avant que la politique n'essaie de la mettre sur la touche. De retour dans la salle de commandement, le colonel s'est raidi, fixant le flux et le scintillement d'une silhouette de Warthog contre la poussière. La réalisation s'est répandue sur son visage comme une ombre. Le détail de soutien dont personne ne voulait est devenu le seul fil retenant le bataillon ensemble.
Anna a ignoré le bavardage, a gardé ses mains stables sur le manche, les capteurs dansant de crête en crête, ouvrant des coutures là où des murs avaient tenu. La boîte de tir s'est défaite en un couloir, la vallée passant du tombeau à la route d'évacuation. Elle n'a jamais attiré l'attention sur elle-même, n'a jamais demandé de crédit, s'est juste alignée passage après passage, chaque rafale répondant à des mois de doute. Et à ce moment, chaque marine qui avait ri, chaque sergent qui l'avait renvoyé, chaque officier qui l'avait mise sur le banc à regarder le capitaine Anna Cruz, Viper 206, réécrire le champ de bataille une course à la fois. Ce qui ressemblait à un cercueil quelques heures plus tôt a maintenant tremblé avec le tonnerre du rotor alors que la poussière s'est enroulée en nuages étouffants et que les premiers hélicoptères sont tombés dans le couloir qu'elle avait sculpté avec son Warthog. Les marines ont trébuché et ont sprinté vers les zones d'atterrissage, certains traînant des blessés, d'autres couvrant avec leurs derniers chargeurs. Chacun d'eux connaissait la ligne entre le massacre et le miracle était un seul pilote griffant à travers les crêtes. Anna a maintenu son orbite basse, la joue pressée contre son masque à oxygène, les yeux fixés à travers le HUD et le verre. Chaque approche d'hélicoptère a apporté de nouvelles menaces, des éclairs d'armes trop proches de la LZ, un combattant sprintant pour un tir désespéré, une ombre là où il ne devrait pas y en avoir. Elle les a abattus avec la même froide patience qu'elle avait montrée dans le simulateur, des rafales d'une demi-seconde, des entrées contrôlées. Puis la radio a apporté quelque chose de nouveau, l'espoir. La première craie est en haut. Des blessés à bord. Le deuxième oiseau arrive. Le couloir tient. Commandement, ici Trident réel, a déclaré la voix du commandant ROR. Viper 206 nous couvre. Répétez. Viper 206 nous couvre. Son indicatif d'appel a couru à travers le réseau comme un courant. Les voix se sont stabilisées. Les rapports sont venus nets. Le combat est passé de la survie à l'extraction. Toutes les unités, rapportez la responsabilité, a ordonné ROR, et un par un, les escouades se sont enregistrées. Au début, des lacunes béaient, le silence là où les noms devraient être. Puis lentement ces vides se sont remplis. Bravo sécurisé. Charlie comptait pour Delta se déplaçant vers l'oiseau. Lorsque le dernier chef s'est enregistré, ROR a expiré dans le réseau. Tous les 480 comptés, 0 laissé derrière. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup de feu. 0 laissé derrière, un résultat auquel personne au poste de commandement n'avait cru possible lorsque l'embuscade a éclaté pour la première fois. Anna n'a pas célébré. Elle a parcouru un dernier balayage, a balayé les crêtes, a suivi chaque hélicoptère jusqu'à ce que le dernier oiseau se soit élevé vers le ciel. Alors seulement, elle a reculé, a actionné le dispositif de sécurité et a relâché son emprise mortelle sur le manche. Ses mains sont restées stables, son visage illisible. Le retour au taxi s'est senti plus lent, chaque virage lourd de fatigue qu'elle a refusé de montrer. Au moment où elle a roulé sur le tablier, les hélicoptères étaient déjà en train de décharger des marines maltraitées, des médecins se précipitant pour transporter les blessés. De la poussière recouvrait tout de gris osseux, mais l'air portait quelque chose de nouveau, le silence, non pas de moquerie, mais de respect. Les marines ont bordé le chemin le long de la ligne de vol, pas de sourire, les casques rentrés sous les bras, les yeux fixés sur elle alors qu'elle descendait. Des hommes qui s'étaient autrefois éloignés dans le réfectoire se tenaient maintenant fermes, les épaules carrées, reconnaissant sans mots. Elle a senti leur regard mais ne les a pas rendus, le casque rentré sous le bras, les bottes pressant une piste silencieuse sur le béton. À l'extrémité se tenait le colonel, la posture parfaite, la mâchoire serrée. Quand elle s'est arrêtée devant lui, le poids du complexe s'est abattu sur le silence entre eux. « Vous avez désobéi aux ordres directs » a-t-il dit, sa voix assez forte pour couper. Anna se tenait au garde à vous, le casque de vol rentré à ses côtés. « Oui, monsieur. » La pause s'est étirée, les hommes autour d'eux retenant leur souffle. Puis la voix de Hay s'est adoucie, se fissurant sous quelque chose de plus ancien que la doctrine. « Vous avez sauvé un bataillon. » Les mots ont atterri comme un verdict. Pour la première fois, ses yeux ont rencontré les siens. Pas son nom, pas son dossier, mais elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, le commandant ROR s'est avancé, de la poussière maculant son uniforme, de la crasse s'accrochant à son casque, les yeux injectés de sang après des heures de combat. Il s'est arrêté devant elle, a levé sa main dans un salut sec et l'a maintenue avec le genre de poids qui a transformé un geste en un monument. « Viper 206, a-t-il dit, la voix formelle mais lourde de sincérité. La vallée vous doit.
Derrière lui, les marines ont changé de position, les casques sont tombés, les têtes se sont inclinées, les murmures ont porté bas et révérencieux. Elle nous a portés. Le poids mort a sauvé le bataillon. Non, a répondu un autre. Vipère 206 l'a fait. L'immobilité s'est brisée en une ovation, pas des applaudissements sauvages, mais le son profond et résonnant des guerriers honorant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les bottes ont piétiné. Les